Monsieur, mesdames, bonjour ou bonsoir en fonction de votre position géographique et bienvenue sur notre chaîne Voyage à travers le temps. Après avoir parlé des différents systèmes dotals, après avoir présenté les principaux constituants de la dot chez les Ewondo avant l'arrivée des Européens, nous parlons aujourd'hui du remodelage de la dot chez les Ewondo par les colons et les missionnaires. C'est quoi le remodelage? Le remodelage est une sorte de restructuration de la dot par les colons et les missionnaires. Et vous nous poserez la question de savoir pourquoi est-ce que les colons et les missionnaires se sont sentis obligés de restructurer la dot chez les Ewondo. La réponse est toute simple. Pour mieux cerner cette action, il faut comprendre le contexte dans lequel l'action se déroule. Quand nous parlons des Ewondo, des Bechi, nous parlons de ceux du Cameroun. Et le Cameroun est une colonie de plantation. C'est quoi une colonie de plantation? C'est une colonie à climat tropical qui a rendu l'implantation durable et définitive des colons impossible. Aux colonies de plantation, on oppose très souvent les colonies de peuplement telles que l'Afrique du Sud et la Namibie. Ce sont des colonies qui ont eu un climat favorable à l'installation définitive des colons. Donc, notons-le très bien, ce que nous disons ici ne concerne que les colonies de plantation parce que dans ces deux types de colonies, nous avons affaire à deux politiques démographiques très différentes. Bien, alors le Cameroun est une colonie de plantation, il faut donc la mettre en valeur. Pour cela, il faut une main-d'œuvre. Il était pensé de faire venir les travailleurs d'ailleurs, mais cette entreprise semblait très coûteuse. Et c'est à ce moment-là que les colons décident d'exploiter les Camerounais sur place. Ils seront confrontés à une très grande difficulté car à l'époque, on dénombrait 3,5 millions d'habitants au Cameroun sur une superficie d'environ 473 000 km². Et pour ces colons, cette population était très peu et ne pouvait pas réaliser ce qui était attendu d'elle. Et Auguste Seidel, administrateur des colonies, affirmait que même si la population du Cameroun était estimée à 12 millions, cela serait encore insuffisant. Les colons prirent donc à cet instant la décision de sauvegarder et d'augmenter la population coloniale. Alors, ils se mirent à la recherche des voies et moyens et des solutions. Lors de leurs enquêtes, ils constatèrent que certaines pratiques culturelles telles que la polygamie contribuaient à la décroissance de la population. Cela peut sembler très étrange dans la mesure où nous sommes habitués à entendre qu'avec la polygamie, on fait plus d'enfants, certes, mais ça, c'est si nous regardons la polygamie du point de vue de l'homme. Alors que si nous inversons et regardons la polygamie du point de vue de la femme, on constatera exactement le contraire. Mais dans cet exposé, nous n'irons pas à profondeur. Nous développerons cet aspect davantage dans le chapitre intitulé Les avantages de la polygamie. Et nous avons donc choisi deux auteurs européens et non africains pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Maria Pauline Thorberg affirmait par exemple, mais plus grand est le nombre de femmes dans une cour, on a moins d'enfants. Et Hermann Scholaster, père palotin, affirmait dans ce même sens, le combat contre la polygamie n'est pas un combat contre la non-culture en tant que telle, mais plutôt un combat pour la sauvegarde du peuple et est par conséquent aussi bien pour l'individu que toute la population coloniale et plus particulièrement la patrie colonisatrice de grande importance. Vous savez, quand on veut combattre de manière efficiente un mal, il faut rechercher les causes. Alors, ils se sont mis à investiguer qu'est-ce qui est à l'origine de la polygamie et c'est là qu'intervient la dot. Les auteurs se sont accordés que la dot était à l'origine de la polygamie et notamment la cherté entre guillemets, de la dot. Et
Sans trop épiloguer dessus, nous allons vous présenter la pensée de Maria Pauline Thorbecke qui résume assez bien la pensée des colons à cette époque-là. Elle dit ceci. Avec le système de la polygamie couplé à la dot, il arrive qu'un homme a plusieurs femmes et que plusieurs hommes n'en ont pas. Premièrement, parce qu'ils ne peuvent pas donner la dot et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Bon, pour comprendre ce qu'elle dit, il faut suivre le chapitre sur les principaux constituants de la dot parce que nous avons montré que pour pouvoir doter une femme chez les Erondo, avant l'arrivée des Européens, il fallait donner 10 000 tiges de fer. Et nous avons montré que ce nombre n'était pas à la portée de tout le monde. Et nous nous sommes interrogés sur le pourquoi de ce nombre. Et on était venu à l'hypothèse que, effectivement, peut-être à l'époque, il n'y avait pas assez de femmes. Et cela est confirmé parce que Maria Pauline Thorbecke dit dans cette citation. Alors, pour pouvoir rassembler les 10 000 biquiers ou les 10 000 tiges de fer, il fallait avoir vécu assez longtemps. Et la conséquence, c'était laquelle? Des gens d'un certain âge pouvaient avoir une, voire plusieurs femmes, tandis que les jeunes avaient des difficultés à avoir ne serait-ce qu'une femme. Et les jeunes hommes étaient sous la tutelle de leurs parents et c'était parfois aux parents de prendre l'initiative de marier ses fils. Et encore là, il fallait que le parent ait lui-même renoncé à prendre une seconde ou une troisième épouse. Donc voilà un peu en résumé la situation chez les Erondo avant l'arrivée des Européens. Donc si les colons se sont attaqués à la dot, c'est en voulant combattre la polygamie, dont la dot ici a été un dommage collatéral. Alors, deux mesures majeures ont été prises pour combattre la polygamie. La première mesure était l'annulation pure et simple de la dot à travers des institutions qui ont été appelées SICSA ou alors SUCSA, comme nos grands-mères le prononcent souvent. Lisons un peu cette citation. Le lien de cette institution chrétienne avec le problème de la dot est attesté par cette réflexion de Monseigneur Viteur. En soi, nous n'avons rien à demander au SICSA comme paiement de la part des fiancés. Mais si on ne demande rien, cela attirera une sorte de mésestime sur les jeunes filles et cela facilitera le divorce. Il faut demander la moitié ou les 3/4 de la dot ordinaire. Cela prépare la transition avec des mariages sans dot. Donc, voilà un peu l'idéologie de cette structure. Mais en fait, c'est quoi le SICSA? Les SICSA, en premier lieu, sont des orphelinats pour filles et garçons et en second lieu, des internats pour préparer les filles au mariage. Les sœurs Pallottine écrivaient par exemple ceci. La femme ne doit pas juste apprendre à lire et à écrire. Elle doit savoir coudre ses costumes, les laver proprement, les renforcer et les repasser. Elle doit savoir lui préparer des repas délicieux et de s'occuper de lui comme une vraie femme. Et dans le tableau ci-dessus, nous pouvons voir un peu comment les femmes s'occupaient au SICSA. Lundi, Montag, Waschen plus Bügel, lavage plus repassage, Handarbeit, travail manuel, mardi, cours, Unterricht, cours, Handarbeit, travail manuel, mercredi, cours, travail manuel, jeudi, cours, travail manuel, vendredi, cours, travail manuel, et à partir de 16 heures de lundi à vendredi, Gartenarbeit, jardinage, Feldarbeit, travaux champêtres, et à partir de 18 heures, Gebetlos, qui chant leader, prière et chant liturgique, le samedi était totalement libre. Et comme Handarbeit, c'est-à-dire travail manuel, on avait les activités comme la couture, la broderie, et il ressort de ces différents rapports que les femmes aimaient bien la couture. Et comment les pères pallottins comptaient-ils annuler la dot? Nous avons vu par l'annulation progressive de la dot pour les mariages chrétiens. Et une autre question, comment comptait-il donc substituer le mariage chrétien au mariage traditionnel? Lisons un peu ce récit. Entre-temps, des années étaient passées et un jour apparut Équalé avec son contrat dans sa main pour amener sa future belle-fille à la maison.
Mais la sœur Obering protesta. Tu as violé le contrat car ton fils jusqu'à présent et malgré sa promesse ne s'est pas converti au christianisme. Nous ne sommes pas par conséquent obligés de tenir notre promesse. Nous ne donnerons l'enfant qu'à un chrétien. Répétons, nous ne donnerons l'enfant qu'à un chrétien. Et quand elle saisit le juge blanc et la sœur fut convoquée pour le 2 février et le juge décida. Teresa reste à la mission jusqu'à ce qu'elle trouve un autre fiancé. Gando paya à Ekwale un petit dédommagement. Alors, c'est l'histoire d'un père Ekwale qui a donc doté une fille à son fils et a envoyé cette dernière se faire former chez les sœurs et après 4 ans, il revient la chercher. Mais la sœur s'y oppose sous le prétexte que son fils n'est pas devenu chrétien. Et c'est comme ça que le père de cette fille a dû rembourser la dot qu'il avait déjà perçue. Donc ça, c'est un peu de manière brossée la méthodologie des colons et missionnaires. À cette mesure, deux oppositions farouches, celle des sujets masculins et celle des sujets féminins. Les pères parlotins racontent ceci. La résistance des uns et des autres s'estompa lorsqu'ils apprirent que les jeunes chrétiens avaient aussi l'obligation de donner la dot. Et dans un autre récit, nous pouvons lire ceci. La femme pour qui rien n'a été donné n'est pas respectée par les autres. À l'occasion, on lui rappellera qu'elle est une femme sans valeur. Qu'a donc donné ton mari pour toi? Une femme de moindre valeur. 50 cents. Comment oses-tu me parler? Mon mari a donné 600 marks pour moi. J'ai 1200 fois ta valeur, tu n'es qu'un morceau de poisson. Bien, là on constate que les femmes elles-mêmes s'estimaient par rapport à la dot que l'homme avait versée pour elles. Et à la fin, les missionnaires ont compris que supprimer la dot leur causerait plus de problèmes que autre chose. La deuxième mesure a été de fixer un taux de 500 marks comme dot. Mais qu'est-ce qui se passera par la suite? La dot ne cessera de grimper. Elle va grimper et aujourd'hui, elle atteint des millions. Dans la citation que nous venons de présenter, nous constatons qu'on évoque déjà la dot de 600 marks. Donc, on passe de 500 marks à 600 marks. Et dans le reçu suivant, on se rendra compte que nous passons de 500 ou de 600 à 700 marks. Theresia Muto, l'élu de son cœur, n'appartenait pas certes à la classe la plus aisée, car ce n'était pas la fille d'un roi, mais son père exigeait pourtant 700 marks et Primus ne possédait rien d'autre que son salaire de cordonnier, qui n'était certes pas mauvais, mais pas reluisant non plus. Donc, on voit déjà comment la dot est en train de grimper. Et René Bureau affirme dans ce même sens, à Douala, en 1943, l'ensemble faisait de 4 000 à 5 000 francs. Il faut tenir compte, bien entendu, de la dévaluation du franc. Mais le taux ne cesse cependant de croître. À Douala, en 1960, il se stabilise et varie de 5 000 à 50 000 francs. Alors que dans la région de Yaoundé, la dot de 100 000 francs est devenue courante, sans compter le troupeau de chèvres et les faux frais. Dans Mariage au Sud Cameroun, l'auteur écrit ceci. Il y a actuellement un abus du système dotal. Pour donner sa fille en mariage, un père exigera 40 à 100 000 francs CFA, parfois davantage. Donc, nous voyons un peu comment la dot, à partir du moment qu'elle était monétisée, évolue. Et lors de nos enquêtes à Com2 et Vieux, on a demandé à nos patriarches comment se dit la dot en boulot. Ils nous ont répondu Suba et qu'on dit Osuba Tanya. Mais lorsque j'ai lu le dictionnaire écrit par Günther von Hagen, publié en 1914, ce dictionnaire, c'est le dictionnaire sur la langue boulot. L'auteur écrit ceci. V. Meninga, ein Weib in Raten bezahlen. Ein Weib abschätzen. Ça veut dire quoi? Doter une femme progressivement, évaluer une femme. Donc, ça veut dire que le mot original que les boulots
utilisé pour signifier la dot se rapproche un peu du mot Ewondo, Mvuk. Mais on ne comprend pas comment ce mot a été substitué par un autre mot. Cela veut dire en fait que les Boulos se sont appropriés totalement de la pensée occidentale. Ils ont même substitué la pensée occidentale à la pensée de leurs ancêtres. Et nous en parlons parce que ce sont des comportements qu'on observe très couramment et nous voulons attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Bien. Messieurs, mesdames, nous sommes au thème de notre exposé. Nous vous remercions pour votre attention et nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain exposé. Portez-vous bien et à très bientôt.